Bienvenue dans Transcendance Podcast, c'est le podcast qui te permet de débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Nous sommes Flavien et Colo, tous les deux coachs et préparateurs physiques passionnés par l'entraînement, l'alimentation et plus largement par l'exploration de nos capacités. Dans ce podcast, nous nous représenterons comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Belle écoute! Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial parce qu'on retrouve un invité de marque, qui plus est. Donc je te laisse te présenter, Seb. Déjà, merci à vous deux pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Donc moi, c'est Sébastien, je suis dans le coaching depuis 2015. J'ai fait plein de choses différentes, mais j'ai principalement beaucoup coaché dans le CrossFit, ce qui s'est terminé là il y a pas longtemps. Je suis aussi papa d'une petite fille de 2 ans, et dans ma pratique sportive, je m'intéresse à l'entraînement hybride depuis toujours, donc je cherche à développer toutes les qualités physiques que je peux. Et j'aime bien tester de nouveaux sports tout le temps. Et l'année dernière, j'ai testé le jiu-jitsu brésilien pour la première fois. Là, cette année, ce sera probablement la lutte. Et voilà, je continue d'explorer tous les ans pour essayer d'apprendre le plus de choses possible. Magnifique. Rapidement, l'entraînement hybride, on le définit pas tous de la même façon. Pour toi, qu'est-ce que un entraînement hybride et qu'est-ce qu'un athlète hybride, si tu devais avoir ta définition? Ouais. Pour la petite anecdote, l'année où j'ai commencé le CrossFit, je lisais en même temps le livre de Alex Viada, donc c'est vraiment un des pionniers de l'entraînement hybride. Son livre, il l'a écrit, je crois, en 2015, donc vraiment, ça date. Et donc, moi, j'ai retenu la définition de base, c'est développer deux qualités physiques qui ne, qui sont, qui, je dirais, qui n'améliorent pas la suivante. Comment? Non, c'est pas très clair, je vais La redire. précédente, ouais. La précédente, ouais, c'est Ouais. plutôt deux qualités physiques qui, sur le papier, sont très différentes, qui sont pas censées s'améliorer l'une avec l'autre, et qui pourtant, on peut quand même développer les deux qualités. Donc ça vient vraiment de l'époque, avant le CrossFit, avant tous ces athlètes hybrides, tout le monde parlait des interférences, on pouvait pas développer le cardio et être musclé, on pouvait pas être musclé si on faisait du cardio. Moi, quand j'étais à la fac, on nous Ouais. disait que si tu fais du cardio, tu vas perdre des bras, quoi. Globalement, c'était un peu ça. Et j'ai eu la chance de commencer un peu le sport directement par cette porte, et j'en suis jamais sorti, quoi. Ok, C'est excellent. vrai que je me rappelle des cours en STAPS aussi où on passait des heures et des heures à parler des interférences. Euh, alors que c'est vrai que quand tu t'entraînes, au final, quand tu es moins dans la théorie et plus dans la pratique, je pense que tu t'étonnes de voir à quel point une théorie qui n'existe pas. Ou alors, peut-être à très haut niveau, chez des athlètes vraiment élites, mais je veux dire, pour tout un chacun, c'est tellement un concept abstrait, je trouve, alors qu'on nous en parle pendant des heures en STAPS. Enfin, je sais pas ce Je que pense t'en qu'il y penses, a là. il y a une Ouais, différence vraiment entre l'athlète de haut niveau et l'athlète amateur. Ouais, bien sûr. Effectivement, probablement que si tu prends un champion du monde de triathlon et qui se tue à la musculation tous les jours, il pourra pas atteindre le même niveau. Par contre, est-ce que ça veut pas dire qu'on peut atteindre des très hauts niveaux dans les différentes qualités physiques? Je pense que si. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein d'athlètes qui le montrent, quoi. On a des athlètes qui font 600 kilos sur un total de powerlifting et qui courent un Ironman en moins de 11 heures ou 12 heures. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus trop de débats, même si je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde et que, à mon avis, ce mythe continue à perdurer, quoi. ouais, c'est sûr. En soi, on peut être à bon niveau, voire ouais, haut niveau enfin, sur pas mal de qualités physiques. C'est sûr, après, si on veut atteindre l'excellence et être numéro un mondial, vaut mieux là se spécialiser à 100%. Mais bon, C'est en ça. soi, tout le monde ne veut pas voilà, devenir champion du monde dans un sport particulier, quoi. Ouais, exactement. Et donc, toi, Après, c'est quand concrètement, même. ouais, vas-y, Léo. Après, c'est avec l'émergence des sports, je dirais multidisciplinaires, le CrossFit, l'Aerox, je pense aussi au MMA. C'est un concept qui se démocratise de plus en plus, mais je dirais à quelle échelle on peut se qualifier d'athlète hybride. Par exemple, je prends un athlète de MMA qui du coup a trois disciplines, la boxe, le grappling et la lutte, auquel on peut ajouter bien d'autres disciplines. On pourrait parler du judo, on pourrait parler du karaté, enfin bon bref. Si on veut encore plus, disons, voir en arborescence, c'est possible, mais on va partir sur ces trois qualités. Et je pense que le fait de se voir comme un athlète hybride, c'est jouer sur les différents curseurs
faut s'imaginer comme un DJ avec ses platines là, et admettons qu'on ait que 3 curseurs sur sa platine. Et en fait, l'athlète hybride, c'est ça, c'est à quelle hauteur, à quel niveau il va placer ses différents curseurs. Mais est-ce qu'on peut réellement être les 3 curseurs tout en haut au même moment? Ça, je suis pas sûr. Donc ces curseurs, ça va dépendre je dirais, de l'instant, du moment, du focus du programme, des objectifs du moment. Mais voilà, il faut toujours un peu voir, je pense, l'entraînement de manière générale, hein, comme Ouais. cette platine. Tu vois, ma vision, c'est, imagine ton personnage un petit peu de jeu vidéo, et on va dire, si on prend trois qualités physiques, par exemple, tu as la force, la mobilité, l'endurance. Effectivement, celui qui sera à 100 en endurance, il pourra pas être à 100 en force et à 100 en mobilité. Et ça va lui faire une moyenne. Par contre, peut-être que celui qui est à 80 partout, bah, son niveau de fitness global est plus important. C'est comme ça que je le vois en fait. C'est si je prends la somme de toutes mes qualités physiques, quel est mon niveau de fitness global? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire dans la vie de tous les jours? Je suis capable de soulever lourd, je suis capable de porter mon poids du corps, mais je suis aussi capable d'aller faire une sortie vélo de 100 km. Ouais, c'est ça, au final, c'est pour quelle finalité, quoi. Si on veut pouvoir profiter, je sais pas, aller faire un soccer avec des potes, pouvoir faire un triathlon parce qu'il y en a un qui tombe dans le coin et pouvoir en même temps se faire plaisir, je sais pas, en musculation ou en escalade, avoir des gros niveaux de force, pas sur des tractions à un bras ou autre. Là, dans ce cas, c'est top de mixer, d'être à 80% sur, là, comme tu disais, par exemple, force, endurance et mobilité, quoi. Plutôt que Ouais, d'être à 100 dans un et de laisser les autres. c'est clair, c'est clair. Et puis après, c'est toujours la différence aussi entre est-ce que tu es sportif de haut niveau ou est-ce que tu mets le sport au service de ta vie. Moi-même, sans être sportif de haut niveau, j'ai eu une période où j'étais tellement à fond dans le CrossFit que je voulais pas aller faire un truc qui était imprévu et qui n'était pas dans ma programmation en dehors, tu vois, parce que j'avais Ouais. peur que ça impacte mon entraînement. Donc tu reprends l'exemple de ton foot avec les copains, bah, tu vas dire ah non, je peux pas aujourd'hui parce que ça va niquer ma prog alors que en fait déjà peut-être pas tant que ça, mais surtout voilà quel est ton objectif. Ouais, c'est ça. Oui, ça dépend toujours du contexte, on en revient toujours là. Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu mets dans tes routines d'entraînement et qu'est-ce que te permet de faire, enfin, pourquoi tu as commencé le sport et qu'est-ce que ça te permet de faire et de mieux faire peut-être dans ta vie? Ouais, alors moi quand j'étais à la fac, je faisais du rugby. C'était mon seul sport et j'ai découvert un peu le CrossFit, mais je savais pas trop ce que c'était. Je faisais des petits WOD un petit peu à côté en mode pour ma préparation physique pour le rugby. Je me suis blessé au genou euh, et bah, j'ai poussé les portes d'une salle de CrossFit et je me suis mis à fond dedans pendant quasiment 10 ans. Donc au final, j'étais hybride dans le sens où le CrossFit c'est déjà un sport hybride, mais je faisais que ça. Je courais un petit peu à côté, mais rien de fou. Et puis j'en ai eu marre, j'ai eu envie de tester d'autres choses. Et c'est là où je me suis inscrit à ma première course, donc un 10 km. Je me suis inscrit à mon premier triathlon olympique. Dans la foulée après, je me suis inscrit un an au jiu-jitsu brésilien pour vraiment redevenir complètement débutant dans un sport. Excellent. Et maintenant, qu'est-ce qui te reste de tout ça? Enfin, qu'est-ce que tu pratiques maintenant en termes de routine à la semaine, en gros? Ouais, et alors j'ai beaucoup changé ma routine. J'ai eu 2 ans là avec la petite où j'avais un entraînement très minimaliste. Donc tout ce qui était force, c'était du 20 minutes par jour à peu près. 5 à 6 fois par semaine sous forme d'émum. Donc Léo, bah, même toi, Flavien, je crois que tu utilises pas mal ça. J'ai vraiment fait que ça pendant 2 ans. Et en plus de ça, je me rajoutais du coup les séances de jiu-jitsu brésilien au club. Et je faisais course, vélo, la natation, j'ai un peu arrêté. Course, vélo, un petit peu au feeling, comme j'avais envie de l'ajouter. Là, maintenant, je reprends une structure un peu plus poussée. Euh, L'entraînement minimaliste de 20 minutes, c'était cool. Ça permet vraiment de maintenir un bon niveau. J'ai vraiment très peu régressé. Par contre, j'étais un petit peu limité sur mes entraînements de force. Donc, j'ai changé, au lieu de faire 6 fois 20 minutes par semaine, là, je suis repassé à 3 séances de force seulement dans la semaine, et qui me prennent 1 heure et quart. Je fais ça 3 fois par semaine, et tous les autres jours, c'est du cardio. Donc, soit course, soit vélo. Pour l'instant, il n'y a plus de sport de combat parce que c'est l'été et qu'en plus j'ai déménagé. Donc, je vais reprendre là
à la rentrée. Probablement la lutte, parce qu'il n'y a pas de club de JJB là où je suis. Soit lutte, soit MMA, faut que je vois un peu les clubs. Je voulais rebondir vite fait sur un truc intéressant que tu as dit, c'est que quand tu as commencé le JJB, c'était dans l'objectif d'être débutant à nouveau dans un sport. Est-ce que tu peux en dire plus à ce sujet parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Ouais, donc comme je vous disais, j'ai vraiment poussé dans le CrossFit pendant longtemps. Et bah, plus tu pousses dans un sport, plus ça devient difficile de progresser. Euh, et surtout, bah, j'ai fait le tour, t'as écouté tous les podcasts, t'as lu tous les livres, enfin, t'as vraiment fait un petit peu le tour. Là, je suis arrivé dans un sport où j'avais tout à apprendre. J'ai tout à apprendre. Une de mes premières séances au club, je suis tombé avec un mec de 50 ans qui m'a mis minable. Et en fait, du coup, chaque cours, chaque séance, tu te vois progresser et tu apprends des nouvelles choses. Donc, même intellectuellement, je trouve ça super stimulant. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, même au-delà du sport. Euh, J'aime lire sur tous les Hmm. sujets, j'aime écouter sur tous les sujets. Du coup, redevenir débutant dans quelque chose, bah, c'est ultra enrichissant. Ça pourrait être aussi la peinture, la musique, ça pourrait être tout et n'importe Tout à quoi. fait. J'aime ce qui passe par le corps humain, donc je reste là-dedans, mais j'aime cette idée de pratiquer quelque chose de différent vraiment régulièrement. Ah, je me souviens, en fait, cette idée, elle est venue du Covid et j'ai mis un peu du temps à le mettre en place. Mais pendant le confinement, je me suis dit, ah, ce serait cool. Imagine toutes les années de ta vie qui restent, tu testes un nouveau sport tous les ans. Au bout de 10 ans, tu as vu 10 sports différents, c'est incroyable. Ouais, Le problème, c'est clairement. que comme je suis passionné, là j'ai fait un an de JJB, j'avais pas envie de m'arrêter quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Donc C'est tu te sûr retrouves là-dessus. au bout de 10 ans à faire 10 sports différents, mais à la fois c'est ce qui me plaît. Et, euh, et aujourd'hui, je cherche un petit peu la dose minimale dans tous les sports qui me fait progresser, plutôt que de maximiser à fond sur un sport. Après, même dans un sport, tu vois, je prends l'exemple comme ça de la natation, parce que j'essaie de nager pas mal en ce moment. Tu peux même en Flavien, on soi a les te mêmes faire des, focus. ouais, tu peux même en soi te faire des cycles si t'es, je sais pas, très spé en crawl, tu commences à stagner, t'en as un peu marre et les gains deviennent de plus en plus difficiles. Bah, tu peux, je sais, passer de dire, ok, là, je vais essayer de m'améliorer sur la technique en brasse ou en papillon, quoi. Donc, Ouais. même au sein d'un même sport, Ouais. on peut C'est aller marrant ce que chercher tu des dis gains parce que faciles sur d'autres aspects, quoi. c'est bien ce que tu dis parce que j'aime beaucoup moi cette idée en fait, tu peux pas progresser partout tout le temps. Et par contre, c'est très facile de maintenir des qualités physiques. C'est sûr, ouais. Je vois quand je faisais du crossfit, la force a toujours été mon point faible. Au plus lourd dans les 70 kilos, et j'ai toujours eu du mal à développer ma force. Et je me souviens, pour passer d'un squat à 150 à 160, bah, j'y allais, enfin, c'était squat 3 fois par semaine, je me tue à ça. Et par contre, je maintiens 150 sans trop d'efforts, quoi. Sans forcément squatter toutes les semaines. Maintenir, c'est sûr. Pour la petite aparté, on avait fait un podcast d'ailleurs sur la dose minimale effective. Et Ouais. en gros, pour nous, ce qu'il fallait pour développer une qualité et pour maintenir. Et pour maintenir, en effet, c'est pas très compliqué, hein. Souvent, des fois, on s'arrête, on a l'impression qu'on va tout perdre. Et il suffit pas grand-chose pour maintenir une qualité, quoi. À moins Ouais, qu'on soit au plus haut niveau mondial, il en faut un peu plus. c'est Mais difficile au début parce il y a une question de confiance un peu, on a peur hmm. de perdre. Donc faut le tester pour s'en rendre compte. Et du coup, quand on sait ça, on peut mettre l'accent sur des choses. Et moi, j'aime bien, des fois, si je veux développer quelque chose, me faire un micro-cycle même de 4 semaines, et j'y vais, quoi. C'est ce que j'ai fait récemment sur la traction à bras. C'est un truc que je vois plein de gens comme vous la faire, là, j'y arrivais pas. Je me suis dit, allez, je me mets 4 semaines, je fais 3 fois par semaine, et je l'ai débloqué en 4 semaines, quoi. Ok, excellent. Ouais, moi, pour dire, je l'ai pas eu, hein. Je l'avais bien charbonné un moment. Je Ah, m'étais tu l'as plus? arrêté, non, je m'étais arrêté délesté de 1 kilo en touchant l'anneau avec le pec. Ok. Mais après, non, j'avais arrêté parce que justement, c'était une période où je m'entraînais pas mal en EMOM sur de multiples mouvements. Et en gros, donc par exemple, j'étais des fois sur un cycle sur les dips, je faisais progresser jusqu'à ce que je progressais plus. Le premier échec que j'avais en EMOM, je m'acharnais plus sur ce mouvement, je changeais de mouvement et je retournais par exemple là pour amener un autre mouvement de poussée, peut-être sur des pompes ou je sais pas, des handstand push-up, justement pour retrouver des gains faciles en fait. Dès que je progressais plus Ouais. d'un tout petit peu, je rechangeais le mouvement justement pour être tout le temps sur ce qu'on disait, sur des gains faciles à chaque fois. Et traction à bras, voilà, je m'étais arrêté à 1 kilo et j'avais pas forcément repris de cycle derrière. J'étais plus passé après sur des tractions en pronation, lesté, etc. parce que j'avais envie de tester autre chose. Voilà, en Ok, gros, ouais, ça pour la petite reviendra. parenthèse. Oui, oui, oui. Sur mes 2 ans d'entraînement un peu minimaliste, là, j'ai testé les deux. J'ai testé
de faire des émums différents au fil des semaines. Et j'ai essayé de faire des rotations par mouvement exactement comme toi, où je prenais un mouvement de poussée, j'y allais tous les jours, j'augmentais les reps, quand ça passait plus, je changeais l'exo, et puis je cyclais comme ça. Et honnêtement, je saurais pas dire sur lequel j'ai eu le plus de résultats. Le fait de tourner sur les mouvements, c'est très sympa pour la motivation. Parce Ouais, qu'effectivement, quand tu ne progresses plus, tu ouais, passes à ouais. quelque chose d'autre. Mais après, j'aime bien changer mon entraînement et pas tout le temps faire la même chose. Du coup, j'étais très partagé Je sur sais ça. pas, ça dépend aussi de son état d'esprit, de son profil. Il y en a qui aiment bien changer, il y en a qui aiment bien la routine. Faut aussi voir là-dessus, hein. Et puis c'est en testant qu'on voit ce qui nous correspond le mieux et sur quoi on progresse, quoi. Si on en revient au sujet de l'apprentissage par le fait de se voir débutant dans un nouveau sport, ça fait aussi un peu le parallèle avec ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a que en se testant sur des nouvelles choses que l'on apprend sur soi, que l'on apprend sur comment notre corps réagit. C'est super intéressant, en tout cas, cette mentalité que tu essaies de développer sur toi-même, Seb, que ce soit d'un point de vue sportif ou ailleurs. Tu parlais du fait que, par exemple, t'aimerais bien, je sais pas si t'aimerais bien, mais la musique, l'art ou quoi que ce soit. Je me reconnais énormément dans ce que tu dis, dans le sens où je suis un grand curieux de la vie, et en fait, je pense que c'est l'essence même de la vie, ce que tu dis, ce que tu décris, le fait de se voir débutant dans un nouveau domaine, ça permet d'apprendre énormément sur soi, sur la manière dont on réagit. Et voilà, je pense que ça fait vivre. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, il faut se voir comme un curieux. Et bon, avec Flav, on essaie de le promouvoir beaucoup au travers de ce podcast, hein, comme des explorateurs de la vie, entre guillemets, hein. C'est dans merde, c'est dans l'introduction. Donc, vraiment une belle mentalité que tu développes là. T'as complètement raison sur le fait que quand tu testes quelque chose de nouveau, tu en apprends plus sur toi. Euh, c'est vrai, et c'est très philosophique, mais même sans ça, en fait, euh, c'est, c'est juste du kiff, en fait, de se dire, j'ai qu'une vie, je veux pouvoir explorer le plus de choses possible, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, Je veux ouais. pas avoir des regrets de m'être enfermé dans un sport parce que j'aspirais à obtenir tel niveau et être passé à côté de plein de choses à côté. Encore Ouais, une ça, fois, faut après, se voir comme un personnage de jeu vidéo, je pense, dans une open map où ton perso, t'essaies de l'emmener un peu dans toutes les directions, découvrir la nouvelle zone, découvrir. Eh ben, c'est pareil. Tu vois, je sais pas, sur un jeu comme Red Dead Redemption, par exemple, t'as la map qui est grisée, en fait, à certains endroits, et si tu l'amènes à tel endroit, ton perso, eh ben, la map se dégrise au fur et à mesure. Et pareil, en fait, qu'il faut voir la vie, je pense, dans le sens où il y a un domaine que tu connais pas, plutôt que d'avoir peur et de te braquer à l'idée de l'explorer, non, il faut foncer à 100% dedans pour découvrir en fait ce qui te, ce Ouais, que ça te complètement. réserve. Carrément d'accord avec toi. J'ai jamais trop joué aux jeux vidéo, mais pourtant j'aime bien cette métaphore de voir notre propre vie comme un jeu vidéo où tu veux explorer le plus de quêtes possible, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Je pense Ouais, ça. dans l'objectif de devenir l'homme le plus complet possible. Ouais, Après, c'est très respectable aussi et ça fait sens sûrement pour d'autres personnes, ceux qui vraiment cherchent le très haut niveau dans une chose très spécifique. C'est au bout d'un moment, comme on le disait, hein, à force de développer quelque chose et travailler, par exemple, je sais pas, vous êtes sprinter de haut niveau, vous voulez vous grappiller des centièmes de seconde sur votre 100 mètres, vous passez, je sais pas, 30 ans de votre vie là-dessus, c'est beau, je trouve, comme quête, ouais, d'aller vraiment complètement. chercher le meilleur Tu temps fais bien de le là-dessus. préciser, hein, c'est pas Et parce c'est que un nous, gros on a travail, fait une quoi. quête, t'as Au raison. final, ouais, on en revient à ce qui fait sens pour nous, et si ça fait sens pour la personne, tant mieux là-dessus. Ouais, t'as complètement raison. Après, être Voilà. ultra spécialisé dans un domaine, ça n'empêche pas d'aller voir autre chose sur son temps libre. Et je pense que ça devrait être une nécessité pour tout le monde, du coup, de s'ouvrir, d'être plus curieux. Là, on est focus sur le sport, mais par exemple, un sprinter, d'accord, 100% de son temps en sportif sera dédié à ça, mais ça n'empêche qu'à côté de ça, il peut essayer d'aller voir autre chose de lui-même, l'art, la lecture, etc. Et je pense que c'est aujourd'hui, malheureusement, dans notre société actuelle, quelque chose qui fait défaut à tout le monde. Plus personne ne s'intéresse à rien. Je veux dire, du fait qu'on a les téléphones, du fait qu'on a les réseaux sociaux, etc., on a l'impression que les informations qu'on a sont directement assimilées
sont directement, on lit une info, hop, ça y est, on le sait, on l'a métabolisé. Mais non, ça marche pas comme ça. Alors je pense que c'est très important du coup de revenir un peu à cette posture dont tu parlais, celle de se mettre dans la peau d'un débutant, dans un nouveau domaine, pour voilà sans cesse euh, nourrir un peu sa vivacité. Si on reprend le jeu vidéo, on imagine une barre de vie comme ça qu'on fait qu'augmenter en allant voir ailleurs. Et sans parler du domaine sportif, hein. Tout simplement en se confrontant à d'autres opinions aussi, des gens qui ont une opinion complètement différente de la nôtre. Ça peut être sur de la politique, sur n'importe quoi. Mais il faut s'exposer à des stimuli différents, je pense, pour grandir en tant qu'être humain. Ouais, mais t'as complètement raison. Là, c'est vrai qu'on est très focus sur le sport. Mais donc tout à l'heure, j'ai dit je cherche à être l'athlète le plus complet possible dans ce qu'est ma vision, mais je cherche à être l'homme le plus complet possible. Donc je veux pouvoir euh, construire mon business, améliorer mon business, je veux pouvoir être un bon père de famille, un bon mari, et cette idée de développer un petit peu tous ces skills, toutes ces jauges de ton personnage de jeu vidéo, elle est valable dans vraiment tous les domaines de la vie. Allez, tu sais sûr. D'ailleurs, j'avais une question. Depuis que tu es devenu père, qu'est-ce qui a changé, que ce soit dans ta routine d'entraînement ou que ce soit justement dans la vie, dans le temps que tu passes peut-être à, bah, je sais pas, à développer différentes qualités physiques ou d'autres skills, je sais pas, apprendre une langue ou autre. Concrètement, est-ce que ça a complètement chamboulé tes processus d'apprentissage, hein, que ce soit qualité physique ou totalement en dehors du sport? Ouais, ça a beaucoup chamboulé. Bon, sur le côté sportif, comme je te disais, j'ai passé 2 ans du coup en entraînement très minimaliste, sachant qu'avant ça, en CrossFit, je m'entraînais 3 à 4 heures par jour, cinq Ok. fois par semaine, plus un jour de zone 2 à 1 heure. Enfin, j'étais à du coup voilà, facilement 15-18 heures d'entraînement par semaine. Et j'ai réduit à 3 heures, 3 heures surcumulées sur la semaine de sport, plus de force, plus un petit peu de cardio. Et ça vient aussi du choix qu'on a fait pour notre éducation, c'est-à-dire que euh, avec ma femme, on s'est mis tout de suite d'accord sur l'idée que on voulait pas confier l'éducation de notre fille à la crèche, à la nounou, etc. avant l'école. Donc, on s'occupe d'elle à temps plein. Donc forcément, ton temps sur la journée, il est très restreint. Donc sur le sport, ça a complètement changé, mais parce que je l'ai voulu. J'étais préparé pour ça. Sur le temps libre, j'ai passé moins de temps à me former. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que j'ai eu vraiment 10 ans de un petit peu boulimie d'informations, à vouloir lire tous les livres, à écouter tous les podcasts, regarder toutes les vidéos YouTube, etc. Je pouvais pas prendre un repas tout seul sans avoir quelque chose dans les oreilles, par exemple. Donc ça m'a fait du bien de ralentir sur ça. Et sur le business, bien que j'ai moins de temps à accorder à mon business, je suis plus efficace. Je suis plus efficace et je me concentre sur ce qui est vraiment important et je m'éparpille pas en me disant il faut que je travaille tant d'heures par jour et au final je check ma liste, oui j'ai travaillé 10 heures aujourd'hui mais au final qu'est-ce que j'ai fait réellement quoi. Ok, ok, intéressant. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, justement, ouais, on a souvent tendance, surtout quand on est entrepreneur, à voilà, faire plein de choses en même temps. On mange, on va écouter un podcast pour essayer d'apprendre des choses en plus, on va regarder une vidéo YouTube qui va nous apprendre quelque chose ou autre. Et là, revenir du coup un petit peu plus à l'essentiel, à ce qui est au final sur le moment. Est-ce que tu as vu que ça t'a changé, je sais pas, pas mal de choses d'un point de vue mental ou autre, récupération? Récupération pas vraiment parce que avec un enfant tu dors moins donc ça change mais par contre oui j'ai vraiment eu cette impression de ralentir et surtout je continue à me former, je continue d'écouter des choses. Euh, Quand tu réduis ce volume et que tu as du temps pour processer ces informations, au final, c'est là où tu les mets en application. Tout à fait. Là, au final, je passais d'un podcast à l'autre, d'un livre à l'autre, d'une vidéo à l'autre. Je lis l'information, j'écoute l'information, Tu et la après, j'en métabolises faisais pas. Ouais. exactement, j'en faisais rien. J'en faisais rien. Alors que là, maintenant, si j'ai une information, si je vais me promener avec ma fille, je vais pas écouter un podcast en même temps. Et par contre, j'ai du temps pour vraiment processer ce que j'ai appris, et après, je le mets en application. Et Donc, je pense que au ce final, c'est temps-là, moins... Comment? ouais. Je pense que ce temps-là que tu prends sans podcast, sans rien, avec ta fille, c'est aussi du temps d'apprentissage au final. Parce que tu vas être dans l'instant présent, tu vas être totalement là, ici, avec ta fille, et c'est deux,
de ce fait que tu vas apprendre d'elle, je pense, au final, Complètement, de cette complètement. Et puis au-delà de relation ça, que vous avez. qu'est-ce que je veux transmettre à ma fille? Je trouve ça insupportable quand je vais au Ouais, parc et que je vois des oui, gens qui décrochent pas de leur téléphone. C'est des temps précieux qu'on a avec nos enfants. Ça ne durera pas toute une vie. Donc, effectivement, ça a changé beaucoup de choses, l'arrivée de ma petite. Mais c'est que du positif, en fait. Malgré les difficultés, malgré les potentielles nuits difficiles, tout ce qu'on peut entendre sur la parentalité, je pense qu'on est dans une société, et je pense que c'est très valable pour nous, entrepreneurs, où on veut toujours aller plus vite. Enfin, j'écoutais les podcasts en x2, les vidéos en x2. J'avais appris la lecture rapide pour lire plus vite. Enfin, tu vois, j'étais tout le temps dans cette quête de toujours plus. Et au final, t'es jamais dans l'instant présent. Donc même maintenant où je commence à avoir plus de temps, je recommence à courir sans rien dans les oreilles. Chose que je faisais pas du tout avant. J'ai une époque, quand je partais courir, il fallait que j'ai un podcast, sinon j'avais l'impression de perdre du temps et de pas travailler. Donc je mettais podcast x2 dans les oreilles et j'allais courir que sous cette condition. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ok. je pense qu'après on est des êtres cycliques et il faut passer par ces deux phases pour justement, encore une fois, apprendre hein, de chaque situation. Donc c'est bien d'avoir eu, je pense, cette boulimie d'informations entre guillemets pour apprendre que voilà, aujourd'hui, tu sais que tu as besoin de moins d'informations et de plus travailler sur cette information, de plus essayer de la mettre en pratique pour la métaboliser. Et à l'inverse, je pense que c'est bien aussi d'avoir eu cette période plus plutôt calme avec ta fille, plus de temps pour pouvoir voir sur quels autres aspects tu pourrais travailler, etc. Mais la vie est un cycle, hein, donc c'est jamais. Il faut apporter de la nuance. Ouais, puis je pense que c'est aussi une question d'âge et d'évolution, tout simplement. En fait, quand t'as 20 ans, t'as pas envie des mêmes choses qu'à 30 ans. Quand j'avais 20 ans, il était hors de question pour moi d'aller marcher dans la nature sans rien, juste avec mes pensées, alors que maintenant, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc je pense il faut respecter cette évolution qui est logique. Comme tu dis, chaque cycle de vie t'apprend pour la suite, donc c'est pas du tout un problème. Néanmoins, j'aurais quand même envie de conseiller aux gens d'essayer de réduire un petit peu le débit d'informations qu'ils reçoivent. Et encore là, on parle de choses qui ont tendance à nous nourrir, des podcasts, des livres, etc. Tout à fait. On Des parle news. pas de médias, d'infos, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est sûr. Oui, oui, oui. C'est sûr, en soi, c'est toujours mieux d'écouter un podcast intéressant sur un sujet qui nous intéresse que de scroller et même pas savoir ce qui va arriver. C'est, Ça, ce sera pas délétère, de toute façon. voilà, oui, oui, oui. Mais Je c'est suis pas en sûr, train de revenir dire aux gens toujours qui écoutent à. ce podcast d'arrêter pour aller marcher dans la nature. Continuez le podcast jusqu'au bout, Ouais, mais ouais, non, non, clairement, c'est pas juste un faire must, une quoi. chose après l'autre. Ouais. Comment vous réagiriez à quelqu'un qui vous dites que vous avez arrêté d'écouter les news parce que ça vous permet d'avoir plus de temps, moins d'ondes négatives pour vous concentrer sur vous-même. Et qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait, oui, mais si tu regardes pas les news, tu vas pas être au courant de ce qui se passe autour de toi. Euh, S'il arrive quelque chose de grave, tu seras pas au courant. Je sais que j'ai eu souvent cette discussion avec ma mère Ouais, et c'est pour ça, ça m'a je fait l'ai eu penser à aussi. ça. Exactement la même, ouais. Avec ma mère aussi. Ah ouais, moi, ma mère pas trop, mais par contre, oui, je l'ai déjà eu plusieurs fois, effectivement. La première chose, c'est que je réponds toujours que s'il y a quelque chose de grave ou d'important, tout le monde en parle. Tout à fait. Donc je finis par le savoir. Ou tard. Tout le temps. Il y a un truc qui se passe, tu vas au boulot, tu rencontres des gens, oh, t'as vu ce qui s'est passé? Enfin voilà, t'es au courant tout de suite. Et du coup, je suis au courant uniquement des choses très importantes, mais tout le bruit, les mauvaises nouvelles sur lesquelles tu peux pas impacter, que tu peux rien faire, bah je les ai pas et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Moi, ce que j'aime bien demander aux gens, c'est, ok, une fois que tu as cette information, qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que tu vas changer? Tu vas faire quelque chose pour améliorer la situation? Enfin, qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Si c'est juste pour écouter et se dire, ah là, quand même, dans quel monde on vit, c'est dur, je suis pas sûr que ce soit très utile. Ouais, c'est juste des Et fois de la distraction, en fait. Hein. Et c'est important de regarder l'impact que ça peut avoir sur nous et sur notre entourage. Hein. Le fait de bouffer des informations comme ça, des BFM TV, des machins, il faut voir l'impact que ça a sur notre humeur en fait, sur notre humeur générale. Tout le monde
en France est en train de cracher sur la France, par exemple, parce que ça se dégrade, parce que la politique, parce que les taxes, machin, etc. Mais en crachant sur la France, bien que tout le monde ait le droit d'avoir son avis, ben c'est pareil, on fait qu'attiser le feu, on fait que remettre de l'huile sur le feu tout le temps. Donc ces news là, c'est une abomination pour moi parce que ça instaure un climat de mauvais augure, de de négativité plutôt que voilà d'essayer de rayonner grâce à sa personne sur notre environnement proche. Et ben non, on répercute des ah t'as vu BFM TV là il y a Poutine qui a fait ça non machin. Et voilà, c'est encore propager du négatif alors qu'on pourrait rayonner positivement d'une autre manière. Et d'ailleurs, tu le vois dans les médias, j'ai vu récemment une stat, je vais pas dire les chiffres parce que je m'en souviens plus, mais qui comparait le nombre de titres négatifs dans les années 60 et le nombre de titres négatifs aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois que on met du négatif parce que c'est ce qui fait lire, c'est ce qui fait regarder. Ouais, Et c'est donc, grave. au final, t'as que ça. Moi, j'ai un média sur lequel je suis abonné sur Instagram, je crois que ça s'appelle le média du positif. Enfin, c'est un truc, un compte Instagram qui tous les jours partage quelques news sympas qui font sourire, ou de choses qui se sont bien passées, ou des évolutions médicales, enfin des trucs positifs. Et c'est mon petit truc du jour, je le regarde tous les jours. Et c'est la seule chose que je regarde parce que je trouve ça sympa et je mets pas de négatif dans mon cerveau toute la journée. Ouais, clairement. Ça me fait penser, Polo, à l'épisode 17, il me semble. Moi, commencé le podcast sur une citation de Jiddu Krishnamurti, un penseur indien, je sais pas si je prononce bien son nom, qui disait ce n'est pas une révolution extérieure, politique ou économique qui transformera le monde, mais une révolution intérieure dans le cœur même de chaque être humain. En gros, tout ça pour dire juste que bah, des fois, ça sert à rien de toujours chercher, s'intéresser tout le temps à l'économie, la politique, vraiment à y passer ses journées, mais des fois simplement s'intéresser à soi, rayonner juste autour de soi. Voilà, tu sors dans la rue, tu souris, t'es heureux, t'impactes les gens juste autour de toi, déjà dans ton foyer et après dans ton quartier ou autre positivement, et déjà tu auras beaucoup plus d'impact juste voilà qu'à regarder tout le temps les informations et à charbonner là-dessus quoi. C'est super intéressant ce que tu dis parce que on peut vraiment se poser la question qu'est-ce qui se passe si demain tout le monde arrête de regarder les infos? Je te donne un exemple. Tu viens de regarder un truc qui est complètement déprimé, tu sors, tu vas faire tes courses, t'y penses, tu vas pas sourire à la caissière, tu vas sourire à personne, et tu vas rentrer chez toi. Alors que si tu es dans un état d'esprit beaucoup plus sympa, tu vas arriver, tu vas dire bonjour, avec un grand sourire, tu vas échanger trois mots. Ça se trouve, la caissière, elle a eu que des clients insupportables avant toi, tu vas lui redonner le sourire. Elle va rentrer le soir voir ses enfants, elle va être de bonne humeur, du coup, elle va moins leur crier dessus. Ah, on se rend pas compte à quel point notre quotidien et comment on interagit avec les autres peut avoir un effet cumulé sur tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Je pense que C'est ce comme qu'on reçoit. un sourire, c'est exactement pareil. Ouais. Exactement. Pour la petite anecdote, ici au Japon, c'est vraiment un autre monde, hein. À quel point les gens sont souriants, les gens te disent, tout le monde te dit bonjour dans la rue, hein, même, bon, peut-être pas à Tokyo, j'ai pas vécu à Tokyo encore, mais je sais pas. Mais ici, par exemple, je vis dans une ville de 20 000 habitants, assez petite quand même, tout le monde dit bonjour à tout le monde avec un grand sourire, on est vachement dans l'entraide. En fait, ici, les Japonais pensent plutôt à l'aspect bien-être communautaire plutôt qu'à l'aspect bien-être individuel. Et je pense qu'ils ont compris ça, que le fait que propager du positif allait avoir un rayonnement important sur l'environnement global. Et de ce fait, ils le sont beaucoup plus positifs et beaucoup plus souriants. De manière générale, les populations asiatiques sont très souriantes. Mais ici au Japon, c'est vraiment quelque chose de flagrant. Alors après se pose une autre question à ce phénomène, c'est le phénomène, c'est le sujet de l'hypocrisie, je dirais, parce que du coup on peut se dire ouais mais derrière ce sourire qu'est-ce qui se cache quoi, tu vois. Mais bon, dans un sens, je pense pas on est juste là pour à une petite échelle propager une petite étincelle de bonne humeur autour de nous pour améliorer la société quoi. Je pense que c'est un cercle vertueux. Là, t'es au Japon, tout le monde te sourit, te dit bonjour, bah du coup tu fais la même chose en retour. C'est ça. Passe une semaine à Paris et on voit si tu continues à dire bonjour à tout le monde au bout d'une semaine. Peut-être que oui, hein, si tu y arrives, tant mieux, mais c'est. Donc effectivement, je pense que cette idée de bien-être communautaire, elle est super importante en fait. Je pense qu'on néglige trop nos actions du quotidien. On sous-estime nos actions du quotidien. Ouais, ouais, clairement.
Simplement, des fois, voilà, commencer à travailler sur soi plutôt que travailler sur tous les aspects extérieurs du monde, c'est pas mal, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas du tout travailler sur d'autres choses ou la politique ou autre, mais des fois, voilà, revenir sur soi et se concentrer sur soi pour. Enfin, on oublie des fois, ouais, à quel point on rayonne sur les autres. Enfin, on peut rayonner sur les autres si on prend soin de soi, quoi. Ouais, et du coup, ça passe par ouais, le sourire, l'alimentation, le sport, prendre soin de soi, quoi. Ouais, c'est montrer l'exemple, Ouais, inspiré par ton... celui qu'on incarne, les valeurs qu'on C'est ça, incarne. c'est ça. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, Flavien, si on veut revenir sur un truc très terre à terre, euh, la manière dont tu traites ton corps au quotidien, le sommeil, l'exercice, l'alimentation, a un impact énorme sur comment tu vas interagir avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que je me suis vraiment bien rendu compte avec un enfant, c'est que tu passes une nuit de merde, t'es beaucoup plus irritable. Tu vas avoir envie de crier plus facilement, tu vas être moins patient. Si tu manges de la merde au quotidien, ton niveau d'énergie diminue, c'est pareil. Donc, prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de la relation qu'on va avoir avec les autres. Ouais, clairement. Oui, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, je voulais rebondir, on peut peut-être faire le pont sur l'alimentation. Je sais que tu as pas mal testé de choses, d'aspects différents sur toi. Donc voilà, c'est de base, j'imagine, pour prendre soin de toi, peut-être mieux performer sur tes entraînements. Je sais pas à quel moment tu t'es intéressé énormément à l'alimentation. Ça a commencé au lycée. Euh, j'ai malheureusement eu beaucoup de problèmes de santé dans ma famille. Euh, Quasiment tout le monde diabétique, beaucoup de cancers, donc de décès qui ont été dus au cancer, euh, une majorité de personnes obèses dans ma famille. Donc très vite, je me suis dit, bah, je veux pas être comme ça. Je crois pas que ce soit génétique, ça vient des habitudes. Donc qu'est-ce que je peux faire pour mieux vieillir et pas faire subir plus tard. J'ai eu très tôt cette notion de pas faire subir plus tard à mes enfants ce que j'ai subi. Donc ça a été une motivation très forte. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Au début, j'ai lu tous les livres anti-cancer, etc. Et puis très vite, j'ai commencé le CrossFit. Et le CrossFit était très lié à l'alimentation paléo à l'époque. Donc j'ai eu une période très stricte où je mangeais paléo. Donc paléo, c'est l'idée de manger comme nos ancêtres. Donc globalement, tout ce qui est brut, pas de céréales, gluten, etc. Et pas non plus de produits laitiers. Donc j'y suis revenu depuis, mais j'ai eu cette période-là. Je sais pas comment j'en suis arrivé là, mais j'ai eu une période où je mangeais quasiment plus de viande. Et j'ai voulu tester. J'ai jamais sauté le pas du 100% végétarien parce que je restais flexible avec les autres, mais j'ai eu cette phase dans ma vie. C'était la phase où j'étais le plus gras, entre parenthèses. Parce que du coup, je remangeais des céréales, etc. pour compenser, pour avoir mes apports en prot. Euh, et ensuite, je suis revenu sur quelque chose de plus terre à terre. J'ai été très inspiré par deux personnes. C'est Mike Israetel, donc Renaissance Périodisation. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est très scientifique et au final, c'est très simple. Et j'ai testé pendant quelques temps la Vertical Diet de Stan Efferding. Donc son principe, c'est il y a une base horizontale de la pyramide où il y a tous les micronutriments, donc quelques légumes, un peu de produits laitiers, etc. Des carottes tous les jours, orange, machin. Et ensuite, en fonction de tes objectifs, donc c'était une période où je voulais prendre de la masse, tu augmentes viande rouge, riz. Viande rouge, riz, viande rouge, riz, viande rouge, riz. Et au final, tu te retrouves à manger que de la viande et du riz. C'est l'époque où j'ai eu les meilleurs résultats. Et en termes de perf et d'esthétique, j'ai pris de la masse. Au début, j'ai perdu du poids. Je pense que j'ai vraiment boosté mon métabolisme et j'ai mis 600, parce que je comptais mes cales, j'ai mis 600 calories avant de commencer à prendre 1 gramme. Et après, c'est là où j'ai pris le plus de masse. Mais ça me saoulait de manger comme ça. J'ai testé le cétogène sur une courte période. J'ai pas du tout aimé. J'étais irritable. Et donc là, j'en suis revenu. Au final, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce qui se faisait. Et j'en suis revenu à ce que tout le monde conseille. En fait, c'est une alimentation basée sur des produits bruts. euh, Rien de transformé, sauf très rares occasions. Principalement de la viande, des fruits, un peu de légumes, mais pas tant que ça. Riz, pommes de terre, patates douces parce que je fais quand même pas mal de cardio. Et voilà, on est bien. C'est Ok, sympa, c'est chouette excellent. d'avoir pu tester tout ça, d'avoir fait ses expériences sur soi. Parce que là, on parle avec quelqu'un qui a, en connaissance de cause, hein, d'expérience.
tester les choses et qui est pas dans la théorie. Bien souvent, tu parles avec des pseudo-experts qui, en fait, n'ont jamais rien testé sur eux-mêmes, donc c'est difficile à croire. Bah, de la Des même gourous. façon que je veux tester des sports tout le temps différents, Tout à j'avais fait. cette envie de tester sur l'alimentation. Euh, j'ai parlé cétogène, mais j'ai même testé un petit peu carnivore. Mais là, j'ai vraiment pas tenu longtemps. Mais Tester ça combien de temps? le carnivore, je crois que j'ai tenu une semaine. Ok, Ça ok, ok. ça m'a saoulé. Après, tu peux déjà vite voir peut-être des changements, hein. Ah, en fait, c'était dans la continuité du cétogène. Et les pro-cétogènes diront que j'ai pas testé assez longtemps. J'ai fait un peu plus d'un mois. Donc effectivement, c'est pas énorme, mais je m'adaptais pas du tout. J'étais plus irritable. Enfin, ça me convenait pas du tout. Et surtout, je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Mais si tu veux manger cétogène, c'est pas une lubie en fait, c'est un mariage à vie et chaque écart tu vas le payer très très cher. Oui, oui. Mhm. C'est pas du C'est tout c'est super intéressant ce que tu dis, juste sur, je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Souvent sur l'alimentation, j'ai l'impression que la plupart des recommandations, elles se basent sur, enfin qu'on est tous pareils en fait, qu'on a tous la même, la même génétique, Génétique déjà. Ouais. ouais, les mêmes génomes, etc., et que tout le monde digère les mêmes choses exactement pareil, et qu'il y aurait une alimentation idéale pour tous les êtres humains du monde. En tout cas, j'ai l'impression que la plupart des recommandations, elles se basent là-dessus, et en fait, au final, voilà, les personnes qui sont nickel en étant cétogènes, elles vont dire, enfin certaines vont dire à tout le monde, non, il faut être cétogène, arrête de Ouais, et manger ci, puis arrête de manger ça, et voilà. tout dépend du contexte. C'est vrai qu'il y en a qui sont passés cétogènes, voire carnivores, pour régler des maladies auto-immunes, par exemple. Oui, 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 clairement, Dans ce oui, oui. cas-là, peut-être que t'as pas le choix et que t'es prêt à faire le sacrifice de refuser une pizza avec tes potes occasionnels, quoi. Dans ce cas-là, très bien. Si ça te convient et que toi, t'es en meilleure santé grâce à ça, c'est parfait. Mais effectivement, on peut pas assumer qu'on a tous les mêmes besoins. Et en plus, on le sait. Enfin, moi, je me rappelle de mes cours d'SVT du lycée où on avait vu que les Asiatiques, ils peuvent digérer des algues que nous, on pourrait pas du tout. Bah, Léo, peut-être que t'as dû expérimenter certains passages aux toilettes dans tes voyages. Honnêtement, Non, pas trop. non, pas tellement. Bah, je me rends compte que je digère plutôt bien le riz, hein, parce que du coup, j'en ai quasiment à tous les repas. Donc, pas de souci à ce niveau-là. À l'inverse, c'est vrai que quand je commence à remanger des pâtes, des pâtes classiques à l'italienne, hein, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à digérer maintenant que j'en mange moins souvent qu'avant. Et quand j'en mange, et ben voilà, ouais, c'est vrai que Tu vois, j'ai pour la été petite anecdote, ce que j'ai tenu le plus longtemps avant d'être vraiment plus flexible comme je le suis aujourd'hui, c'est le paléo. Donc vraiment, j'ai eu pas de gluten, pas de produits laitiers pendant longtemps. Euh, et si de temps en temps il y avait un écart de pâtes, ça me flinguait. Ouais. Vraiment, le lendemain, je le sentais. Et maintenant, je mange pas du gluten au quotidien, mais je vais peut-être avoir des pâtes une fois dans la semaine. Et juste cette petite dose fait que bah, j'ai plus aucun problème. Même si un jour je fais un excès et que je me tape une énorme pizza, je la digère très bien. Donc en fait, si tu me dis que t'es complètement ok de jamais en manger et que ça te va bien, bah tu peux le supprimer à vie. Si par contre tu veux être capable de tolérer un petit peu des écarts, je trouve que garder, on en revient à la dose minimale en fait, sur les aliments, bah c'est la même chose en fait. Aujourd'hui je digère tout sans problème, et par contre mon alimentation au quotidien c'est viande, fruits, légumes et œufs, et voilà quoi. Et riz, je mange du riz aussi. Très bien. Au Après, je final, pense je pense qu'on se rejoint un peu hein, sur l'alimentation. Vas-y, on peut vas-y, se Léo. permettre d'avoir ce discours parce qu'on est tous les trois, disons, des passionnés, des explorateurs du potentiel humain, ce qu'on veut, etc. Mais ces recommandations non individuelles, elles sont quand même, je pense, nécessaires. Et c'est le rôle des médecins de donner des recommandations qui essaient de toucher le plus grand nombre, en fait. Nous, c'est Oui, bien, oui, on est oui. dans l'individualisation, etc. On se dit, ouais, telle Mais je te personne trouve un devrait peu manger. gentil là en fait. Bah ouais, c'est quand Est-ce même que à les nuancer, mais recommandations générales, même des médecins, elles sont bonnes pour la majorité? Je suis pas convaincu. Explique-toi. Je suis pas convaincu du tout du discours un petit peu général parce que soit personne n'écoute, ce qui est possible aussi, soit les recommandations sont pas bonnes, mais on voit bien que l'adulte moyen n'est pas en bonne santé. Là, j'ai vu une stat qui m'a fait rire.
l'américain moyen est officiellement plus gras qu'un cochon. Ouais, c'est sympa comme stat. Ouais, au final, tu manges différemment, ou on a dû te le dire, hein, dans les diètes que tu as traversées, par exemple, tu manges pas l'eau, tu manges pas de gluten. On a dû te dire, putain, t'es hyper extrême et tout. Au final, quand tu vois la santé globale de la population, bah, est-ce que c'est l'extrême, il est pas là, tu vois. Et toi, t'es Exactement. pas justement dans quelque chose de plus juste, plus respectable, bah, pour toi. Ah, après, c'est un autre débat, mais j'allais dire pour l'environnement. Mais, euh, mais en soi, ouais, tu peux. C'est un énorme débat aussi, parce que là maintenant, je mange beaucoup plus de viande qu'avant, et bah effectivement, le discours que tu entends, c'est bah tu vas avoir le cancer et c'était une catastrophe pour l'environnement. Ouais, ouais. Ah bah, perso, je suis passé, j'ai fait 1 an et demi végétarien, donc Ok. végétarien strict. Et en gros, j'ai arrêté quand j'étais au Chili, et même j'en avais besoin, j'avais envie de changer. Je me sentais pas forcément bien, je digérais pas bien. Enfin, j'en avais parlé dans un podcast. Personnellement, ça me correspondait pas. J'étais même, pareil, c'était la période où j'étais le plus gras, euh, et avec le moins de masse, malgré des entraînements assez similaires. Et je voulais en venir, ouais, du coup, après, j'ai remangé, je suis allé un peu dans un autre extrême. J'aime bien aller dans les extrêmes, justement, parce que c'est là où je trouve, sur moi, des choses vont ressortir. Si on reste un petit peu tout le temps dans le flou, au milieu, on va pas forcément chercher des extrêmes, on n'apprend pas énormément sur soi. Et du coup, sur des périodes, aller chercher des extrêmes, c'est pas mal. Et du coup, je me suis mis, après la période végétarienne, à remanger pas mal de viande. Et pareil, on me disait, t'es une cata, ça va pas du tout ce que tu fais. Et bon, vas-y, je te laisse commencer si tu veux, si tu veux en parler là-dessus. C'est un débat qui est très compliqué, et bah récemment, je sais, mais j'ai écrit un article sur ça qui m'a demandé pas mal de recherches. Honnêtement, je saurais même pas le ressortir comme ça parce que ça m'a demandé énormément de recherches pour voir un petit peu ce qui en ressortait. Mais les gens comparent toujours viande versus végétaux. Mais personne ne parle de la qualité de tes produits. Donc, qu'ils soient végétaux ou animaux. Là, en ce moment, je mange plus de légumes qu'à une période. Mais parce que donc j'ai déménagé, mais j'ai pas encore ma maison. Je suis chez mes beaux-parents. Ils ont un potager. Leurs tomates, elles sont excellentes. Ils font tout eux-mêmes. Il n'y a pas de pesticides. Donc, je sais que la qualité est là. Et en plus, on ne peut pas faire plus local. La viande, tu peux acheter de la viande issue d'élevage qui est catastrophique. Ça, vraiment, je n'y touche plus. Ou tu peux acheter de la viande avec un éleveur qui fait attention. Moi, je suis un gros consommateur de la marque Féroce, que vous connaissez sûrement, ou euh, vos auditeurs pourront aller jeter un œil sur leur site, mais c'est difficile de faire mieux en termes de qualité. Et à l'inverse, tu peux manger des végétaux pleins de pesticides qui viennent de l'autre bout du monde. En fait, si on compare pas des choses similaires, ça sert à rien de comparer. Tu peux pas Oui, dire que la clairement. viande vaut le plus que les végétaux si ta viande tu la prends chez ton éleveur à côté et que tes végétaux tu les prends à l'autre bout du monde. Oui, alors, je te rejoins là-dessus. On compare des choses vraiment pas comparables. Sans parler même de tout ce qui est micronutriments et digestibilité. Enfin, c'est vraiment le débat là-dessus, il a, enfin, pour moi, aucun sens. Et on différencie pas, en plus, comme tu dis, vraiment les gros élevages industriels qui font vraiment de la masse, juste pour produire, quoi. Ou alors, bah, là, par exemple, une autre marque comme Féroce ouais, qui a des bêtes qui pâturent toute l'année. Vraiment, ça Ouais, n'a bah rien à c'est voir, ça, quoi. je crois que leur cahier des charges c'est 90% nourri à l'herbe et le reste ça doit être ni soja ni maïs. Donc déjà ça fait une énorme différence sur le ratio oméga 6 oméga 3 qui est un ratio qui est très important et en fait une viande de l'élevage industriel, je veux pas dire de bêtises mais on est sur un ratio totalement différent. Aujourd'hui, je crois que le ratio moyen dans le corps humain c'est 1 pour 20, alors que ça devrait être 1 pour 3 ou 1 pour 4, un truc comme ça. Ouais, il me semble aussi, ouais, c'est ça. C'est ça? Ok, super. Donc la qualité de ce que mange la viande déjà est très important. Après, je crois que féroce, c'est pas d'antibiotiques automatiques, c'est plein air, c'est en élevage régénératif, donc pour ceux qui mangent pas de viande pour cause environnementale, ils peuvent aussi se renseigner sur l'élevage régénératif, qui est très 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 important. Donc oui, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, ça sert à rien de comparer ce qui est incomparable. Et ensuite, pour ce qui est santé et performance, bah, il faut essayer pour voir ce que ça donne. Moi, ça fait 10 ans que je mange minimum 6 œufs par jour. Et j'ai déjà fait des prises de sang, j'ai pas de problème. Par contre, il y a encore des gens qui vont penser que les œufs te donnent du cholestérol.
même si ça a été quand même pas mal débunké, dans l'imaginaire collectif, c'est encore le cas, et c'est la même chose pour la viande. La viande rouge, notamment, a l'étiquette d'être cancérigène. Ouais, c'est très Je mal sais vu. pas. Ouais, mais c'est normal. T'as eu des médias qui ont relayé des études qui expliquent que la viande rouge est cancérigène, puis quand tu regardes les études, tu te rends compte que souvent c'est aux États-Unis, que pour eux, viande, ça veut dire hamburger, donc t'as aussi le pain, tout ce qui va avec, que ça veut dire hot dog, charcuterie, tout ça. Donc évidemment, je suis pas en train de dire que manger des hot dogs, c'est bien. Par contre, entre ton hot dog ou ton salami transformé ou je sais pas quoi, et ta viande nourrie à l'herbe qui a pâturé 11 mois dans l'année sur 12, ça fait une énorme différence. Oui, clairement. Après, là, tu as commencé à parler d'études, on va pas se lancer dans ce débat, mais ouais, tu as plein d'études qui sont financées aussi par des lobbies. C'est une cata, des fois, on parle de viande dans les études, et en fait, tu regardes, il s'agit bah, voilà, d'un hamburger ou des chorizo sur la pizza, quoi. Et on Ouais, compare c'est ça ça. avec quelqu'un qui mange des légumes de bonne qualité. Mais Forcément, après, tu peux promouvoir les à ma diètes végétariennes et connaissance, tout. alors je suis pas le mec qui épluche les études tous les jours, mais j'aime bien ça quand même. Il me semble, à ma connaissance, je pourrais essayer de vous la retrouver, avoir vu une seule étude qui comparait un petit peu l'impact sur la santé en fonction de la qualité de la viande que tu manges. Je crois pas en avoir vu beaucoup, mais il me semble en avoir vu une justement qui comparait que, bah, suivant la provenance de ta viande, tu as des résultats, des différences énormes sur ta santé. Ouais, clairement. Juste sur ce que tu disais, en fonction de ce qu'elle mange et le ratio oméga 3, oméga 6, tu regardes la viande industrielle, enfin, c'est une belle cata, quoi. En soi, quand les études, elles regardent tout ça et elles font des tests sur la viande rouge industrielle, ben oui, en effet, c'est une cata, ouais. Ouais, Je pense que d'un complètement. point de Donc, vue du coup, environnemental, dans ce cas-là, c'est même pas une question de mauvaise foi ou de. Vas-y, vas-y, je Léo. pense d'un point de vue environnemental, sociétal ou éthique, le débat est-ce qu'il faudrait être carnivore ou est-ce qu'il faudrait être vegan, il a vraiment pas lieu d'être. Est-ce qu'il faudrait avoir mangé plus de viande, plus de légumes? Pareil. Le débat devrait être plutôt sur la méthode de production. Euh, Comment sont produits tes légumes? Comment sont cultivées tes pommes de terre? Bon, les pommes de terre, c'est peut-être pas un bon exemple, mais est-ce que tes pommes sont pleines de pesticides? Ou alors est-ce que tes pommes proviennent du verger d'un agriculteur responsable? Est-ce que ta viande, t'es des tranches de rôti de porc en sachet fleury-michon là que t'ouvres? Ou est-ce que tes tranches de rôti de porc, tu les as fait toi-même avec une pièce entière que tu as achetée chez un fermier, même chez un boucher, pourquoi pas? Ça, c'est des questions qui se posent. Et on en revient à ce que tu disais, Flavien, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc voilà, le débat, je pense qu'il devrait être vraiment sur la comment est produit ce que tu manges. Le truc, c'est que c'est un débat qui est pas entendable. Du coup, en fait, pour la petite anecdote, j'avais fait écrire un long article sur ça. Ma conclusion, c'est exactement ce que tu viens de dire, Léo. Et j'avais fait un petit réel un peu provocateur pour inciter les gens. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par lire l'article. Par contre, tous les végétariens véganes, ils voulaient même pas en entendre parler. Ça venait m'insulter et quand je leur disais mais est-ce que tu veux lire l'article juste pour avoir un avis différent? Il était même pas question de, Bah non. de C'est comprendre un avis qui était différent des Et autres. Et ça, c'est dommage, c'est qu'on rentre dans un débat et c'est le cas pour beaucoup de choses sur la nutrition, qui est émotionnel. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et le débat Quand, est très ouais, difficile. quand tu t'identifies à bah, une diète ou autre, tout tourne autour de ça. Tu dis non, moi je suis végétarien auprès des gens autour de toi. Tu es végétarien, tu as des amis végétariens. Si du jour au lendemain, ouais, tu t'ouvres et ça devient émotionnel, en fait, si tu regardes, par exemple, ton article ou autre, quoi. Ouais. Enfin, tu lis ça directement à qui tu es et du coup, oui, ça devient problématique, en effet. Et il n'y a pas débat après. Je veux juste évoquer un petit truc parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont dans une diète extrême, que ce soit végétarien ou carnivore, qui se sentent mieux. Ça, on peut pas leur enlever. Et qui vont associer du coup ce bien-être à leur nouvelle diète. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est ce qu'ils ont enlevé de leur alimentation. Par exemple, quelqu'un qui devient porc, forcément, il va enlever peut-être toutes les céréales raffinées qu'il avait. Souvent, les végétariens, ils font quand même attention à ce qu'ils mangent. Il y en a beaucoup qui mangent bio, qui font de l'exercice. Donc ça aussi, ça rentre dans les études aussi. C'est que peut-être que le végétarien moyen prend plus soin de sa santé que le viandard moyen, tu vois. Je suis un peu Sans dans le doute, cliché, oui, mais oui. le végétarien, il va faire du sport, il va manger bio, et le viandard, il va se faire un barbecue avec la clope et la bière, tu vois.
Un C'est bien changement possible, d'habitude ouais, mais ça entraîne un part d'une cercle démarche vertueux. déjà d'être végétarien et voilà, tu cherches à faire quelque chose que tu juges bien pour toi. Ouais, tu cherches à prendre soin de l'environnement. Enfin, chacun a une cause différente, mais c'est sûr, ouais, ouais, que enfin, Et après, le tu mets dernier une truc, action en place, c'est quoi. l'effet placebo, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment aussi. Donc, si tu es persuadé que ce que tu fais est bon pour toi, ça va être bon. Vas-y, vas-y, ouais, Dans ce fonce. cas-là, bah, faut continuer, pourquoi pas. Mais je trouve ça important de continuer à écouter les autres. Et par exemple, le carnivore, pour moi, euh, il y a une période où c'était impensable. Je me disais, mais c'est quoi ces Google qui mangent que de la viande? C'est quoi ce délire? Faut être stupide. Et du coup, j'ai lu, je sais plus quel livre à l'époque, Carnivore Code ou un truc. Je me suis dit, faut que je comprenne, c'est pas possible. Et effectivement, maintenant, je comprends l'intérêt pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ouais. contexte dépendant, encore une fois, on le dit souvent sur ce Exactement, podcast. toujours. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, c'est super justement que tu aies pu tester tout ça et que tu aies comment c'est un peu envie d'explorer, quoi. On parle d'alimentation, mais c'est un peu, on en parle dans notre podcast, d'explorer au final le monde qui nous entoure. Ça passe par l'alimentation aussi, donc excellent là-dessus. Ouais. Et Oui, parce après, que j'avais eu ce débat aussi avec ma mère qui aime pas, elle, forcément manger d'animaux parce que ça les tue. Voilà, elle dit ouais, ça tue beaucoup d'animaux, etc. Après, il faut pas aussi oublier que des grandes monocultures de masse, donc des grands champs où par exemple, je sais pas, un champ uniquement de blé ou autre, hyper industriel, où le but c'est vraiment faire de la masse, etc. Ça tue énormément aussi. Je sais pas si là-dessus, Si ce Seb, n'est plus. je t'en sais pas parlais si dans je vais ton article, arriver à trouver les chiffres. C'est quelque chose que j'aurais dû préparer, mais mais c'est énorme ce que tu tues. Ouais, euh, Oui, ouais, tu manges un légume, tu le vois pas directement, mais déjà, ça t'apporte pas beaucoup de micronutriments. Il faudra que tu manges d'autres choses, tu seras peut-être pas en bonne santé, il te faudra des compléments de ci, de ça, et voilà. Il faut savoir en termes quand de je me suis remis à manger de Ouais, la viande, il y a eu un moment. Oh non, quand je faisais Vertical Diet de Stan Efferding, lui, il est très viande rouge. Et, euh, et je m'étais fait la réflexion, je me suis dit, en réalité, quand tu manges de la viande rouge, du bœuf, bah, tu tues beaucoup moins d'animaux que n'importe quel autre animal, un poulet, etc. Parce que oui, euh, un bœuf, ça nourrit une famille de 4 pendant un an. Ou ouais. ça te nourrit toi tout seul pendant 4 personnes. Après, on pourrait élonger le débat à est-ce que on mange toutes les parties du bœuf? Ça, c'est quelque chose que j'ai négligé pendant longtemps, mais aujourd'hui, je remange des abats, je remange bah, tout en fait de l'animal, et c'est super important. D'un point de vue santé, ça t'apporte beaucoup plus de choses, et c'est comme ça que tu respectes l'animal jusqu'au bout. Donc au final, quand tu manges du bœuf, tu peux te nourrir pendant très longtemps. Euh, et les monocultures, je sais pas si je vais retrouver les stats, mais comme tu dis, euh, ça tue énormément d'insectes, mais ça tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, même les végétariens. Mais par contre, au-delà des insectes, t'as aussi tous les petits rongeurs que tu peux trouver dans les champs. ouais, tout ce qui est Euh, rampant aussi. T'as tous les rampants, t'as les oiseaux. Et en fait, si tu mets quelqu'un face aux chiffres, euh, je pense qu'il verra les choses un petit peu différemment. Bah, Mortalité. après, là, on parle, même, tu parlais de micronutriments, etc. Et d'abat, juste petit aparté, j'ai l'impression que c'est pas ce que la plupart des gens croient, mais juste 7 ou 8 grammes de foie, il me semble, ça équivaut en termes de micronutriments à 1,5 kg 4 ou kilos. plusieurs kilos, par exemple, d'haricots verts ou de certains types de J'ai légumes. écouté hier j'étais en voiture, j'ai écouté un podcast où il y avait David qui en parlait justement. Effectivement, le chiffre que tu donnes, c'est plus ou moins ça. Je crois que c'est 7 grammes d'ABA, ça équivaut en termes de micronutriments à 1,9 kg de céréales. Ouais, non, et là, on parle de 7 grammes, quoi. Donc, Et des fois, voilà, on tu parle vas de 7 chercher grammes, ça des couvre compléments, 50% de. tu vas payer ça une fortune, tu prends, voilà, juste, voilà, 7-8 grammes de foie, tu le mets, je sais pas, dans une purée ou dans ton riz, découpé en petits morceaux, tu le vois pas passer. Ouais, exactement. Voilà, tu auras une quantité de micronutriments, énorme par rapport à si tu devais manger que des légumes. Déjà, tu pourrais pas digérer autant de légumes sur une journée. En tout cas, ça va être très compliqué. Tu vas passer une Oui, bonne partie de la journée aux toilettes sur 2 kilos ou plus de légumes. Et voilà, c'est pas comparable. Souvent, on cherche même pas à comparer tout ce qui est micronutriments. Et Mm. du coup, Je il y a sais pas plus où débat j'avais là-dessus. vu ça, mais j'avais vu un mec qui n'aimait pas le foie et qui avait découpé des petites portions de 7 à 8 grammes et qui les avait mis dans un bac à glaçons. Et en fait, du coup,
il avalait son Oui, qu'il ait glaçon mangé tout cru. rond. J'avais vu ça à Vassili Siliopoulos, je crois. Ouais. Peut-être, je sais plus, mais Ouais, j'avais vu il ça y et en a je me suis... qui prennent ça en mode complément. Mais Oh, ça peut être pas mal aussi pour mettre dans le verre de Ricard le déjà, je week-end. trouve que tu t'y fais au Un goût. petit fond de Ricard et deux glaçons avec du foie dedans. Ça peut être bon. Si ça t'intéresse, j'ai retrouvé deux trois stats sur le côté éthique en fait de l'élevage industriel. Quand tu fauches, on a vu des études qui ont montré une réduction de 50% de la population de campagnols dans les champs. Ok, ouais. Les populations d'insectes, pardon, elles ont chuté de 70 à 80%. Donc c'est une catastrophe. Les Euh, oiseaux des champs, dans les milieux agricoles depuis 1940, non 1980, on a perdu 60% des oiseaux. Ça représente 800 millions d'oiseaux en 40 ans. Qu'est-ce que tu peux faire avec 800 millions de bœufs? Tu peux nourrir. ouais. Enfin, tu vois, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être encore une fois. Et en fait, Après, là, malheureusement, on compare à du bœuf élevé ouais, en plein air et pas industriel. Hein. Parce que le bœuf oui, Bien oui, industriel, sûr. justement, ça va être, on va utiliser des grands champs de soja, maïs. Donc là, enfin, oui, c'est une vraie cata, quoi. effectivement, si tu prends du bœuf industriel, non seulement c'est une catastrophe éthique pour le bœuf en lui-même, et puis tu utilises des hectares et des hectares de maïs et de soja. Donc Ouais, donc le problème est, tu cumules les tu inconvénients cumules le de problème partout, quoi. exactement. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que j'ai l'impression que l'alimentation cétogène et carnivore c'est un petit peu à la mode en ce moment où c'est peut-être mes réseaux qui montrent ça, mais parmi les carnivores, il y en a qui n'ont pas cette nuance aussi de parler de qualité de la viande. Oui. Donc au final, ça dessert leurs propos parce que effectivement, c'est une catastrophe environnementale, éthique, tout ce que tu veux. Ouais, clairement. Clairement. Léo, toi, il me semble que tu dois bientôt partir. Ouais, Léo il nous a dit j'ai 30 minutes de podcast, ça fait 1 heure. On va ça pouvoir traîne. Bah, bientôt quand on est clôturer. intéressé, Et ouais. Puis après, on pourrait poursuivre de toute façon pendant de longues minutes ou de c'est longues heures ça. sur ces différents sujets. Ça sera l'occasion de refaire un épisode, c'est pas grave. Ouais, Bah, avec plaisir. juste pour ceux qui écoutent encore jusque-là, je mettrai les différentes ressources que tu as partagées. Donc, il y avait un livre sur l'entraînement hybride, j'ai perdu le nom, mais tu me diras tout ça en off. Il y avait Renaissance, périodisation, tu m'as dit, Vertical Ouais, The Diet, Vertical Diet. et ton article, si tu es partant ouais. pour le mettre, on pourra également mettre tout ça. Carrément, je t'enverrai tout ça en off et tu pourras le mettre. Allez, bah excellent. Merci à nos auditeurs d'avoir écouté jusque-là. Merci à toi, Seb, d'avoir répondu présent Merci au à vous. podcast. C'était une super conversation, très intéressante, très riche de sens. Moi je retiens en tout cas ce point sur l'apprentissage. Des fois, se remettre dans cette posture de beginner dans un domaine pour apprendre sur soi. Cette conversation très intéressante aussi sur la nutrition. En tous les cas, je pense que ce sera pas la dernière conversation de la sorte que l'on aura tous les trois. Et donc d'ici là, je vous dis les gars, à très vite et merci à nos auditeurs. Pensez à partager avec un pote qui mange trop de viande industrielle ou un pote qui change de sport. Bref, quelqu'un que ça peut intéresser en tout cas de votre entourage. Et puis un mot de la fin les gars. Bah, merci à vous deux pour l'invitation, c'était très sympa comme discussion. Et puis, je suis partant pour un prochain épisode dans quelques temps avec plaisir. Merci à toi, Seb. Et mot de la fin, moi je dirais simplement explorer hein, différents sports, explorer sur l'alimentation. Au final, on en revient à l'exploration. C'est parfait. Allez, ciao! Tchuss, Ciao! ciao.